Bonjour à tous et à tous et à toutes. On va commencer. Donc, on vous souhaite la bienvenue à cette 12e édition du colloque annuel du CEF. Mon nom est Pierre Drapeau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je co-dirige le centre avec Louis Bernier, pour ceux et celles qui ne connaissent pas non plus. Ceux qui sont habitués savent qu'on fait ça ensemble depuis des années. Donc, on va commencer en faisant ce qu'on fait toujours, en dressant un petit peu le portrait du CEF au cours de la dernière année et en faisant sortir certains aspects. Pour les nouveaux membres, tant professeurs qu'étudiants, c'est toujours bon des fois d'avoir un rappel sur ce qu'est le CEF, ce que nous faisons et quelle est notre mission. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Le CEF, c'est un regroupement interuniversitaire qui est unique au Québec et au Canada. Il fait le lien entre, d'une part, la compréhension du rôle fonctionnel des organismes, des processus dynamiques dans les écosystèmes forestiers, et au moyen de ces connaissances-là, il travaille à la réalisation d'alternatives innovantes en matière d'aménagement durable des forêts. Les 4 axes de recherche qu'on développe davantage au CEF, d'une part, la génétique, l'écologie moléculaire et l'écophysiologie, l'écologie des populations, écologie des communautés et biologie de la conservation, le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes forestiers, puis enfin, les nouvelles approches sylvicoles et stratégies d'aménagement durable des forêts. Le CEF, bien sûr, c'est d'une part 74 chercheurs réguliers, puis cette année, on a 4 nouveaux membres qui se sont joints au CEF, qui sont répartis dans 11 universités, puis notre structure de fonctionnement, elle fonctionne en 4 pôles, un à l'Université Laval, un à l'Université de Sherbrooke, un pôle à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et un autre pôle à Montréal, à l'UQAM. De plus, 46 chercheurs associés sont membres associés du CEF. Et ça implique, et on en est très fiers, plusieurs chercheurs et chercheurs gouvernementales, tant au niveau du gouvernement provincial que fédéral. C'est plus de 45 stagiaires postdoctoraux, 190 étudiants au doctorat, puis 195 à la maîtrise. Donc, on est, et le CEF, c'est beaucoup un centre de recherche pour la formation des étudiants et stagiaires. On n'a pas mis là-dedans les stagiaires au niveau bac qui travaillent l'été avec les étudiants à la maîtrise, mais c'est plusieurs centaines de personnes également. Le CEF, c'est 8 professionnels de recherche qui contribuent de façon importante à la formation, à l'assistance des laboratoires de recherche de chacune des professeurs qui sont associés au CEF. Et on se plaît à dire que c'est un environnement qui est particulièrement intéressant parce que les 10 meilleurs endroits au monde où faire de la recherche en sciences forestières, ben, on se classe parmi ces 10-là. L'année dernière, le Center for World University Rankings a classé l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Nous, on considère, dans le fond, on a considéré le CEF comme étant un des hauts lieux de formation dans le monde en sciences forestières. Quand on dit que le CEF, c'est 8 professionnels de recherche, bien, on va les présenter ici. Donc, nos 2 coordonnateurs, Luc Lauzon et Natacha Fontaine, nos 6 analystes, Mélanie Desrochers en géomatique, Stéphane Daigle en statistique, Daniel Lecière, responsable des bases de données géomatiques et du site Web, Pierre Racine, responsable du site Web, spécialiste en géomatique et en programmation à l'Université Laval, André Gagné en microbiologie, écologie moléculaire,
Et François Rousseux en statistique, programmation R et analyse spatiale à l'Université de Sherbrooke. Nous avons cette année, oui, on peut les applaudir. De toute façon, on sait que pour le mot de la fin, on va y revenir, chers professionnels. 4 nouveaux chercheurs réguliers cette année. Donc, on a le plaisir d'accueillir Jean-Michel Baudouin, qui va nous donner une présentation ce matin, de l'Université Laval, qui travaille en foresterie autochtone, en entrepreneuriat forestier et en gouvernance forestière. Igor Drobichev de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui est un spécialiste de l'androécologie et de la dynamique forestière. Janine Marie Saint-Jacques de l'Université de Concordia, qui travaille en androclimatologie et qui travaille sur les changements climatiques. Et elle aussi va nous donner une présentation ce matin. Et Juan Carlos Villarreal Aguilar, qui travaille en diversité génétique des bryophytes et qui est lui aussi un nouveau membre du CEF. Il y a aussi des gens qui nous ont quittés cette année et entre autres, notre collègue Sylvie Laliberté. Sylvie est une membre fondatrice du groupe de recherche en écologie forestière, un peu l'ancêtre, un des 2 ancêtres du CEF. Vous savez que le CEF a été créé en fusionnant le Centre de recherche en biologie forestière de l'Université Laval et le groupe de recherche en écologie forestière qui était basé à l'UQAM. Et Sylvie a fondé le GREF avec d'autres collègues, avec entre autres Yves Moffett, Yves Bergeron, Daniel Gagnon. Et elle a été directrice intérimaire du GREFI en 99 et c'était une membre associée maintenant du CEF. Au-delà des qualités exceptionnelles de Sylvie comme formatrice et chercheur, on va se souvenir d'elle pour ses profondes qualités humaines de respect des autres, de générosité, puis d'entraide et d'optimisme. Sylvie était vraiment une personne qui se donnait beaucoup pour les étudiants et qui était hyper respectueuse de ses collègues. Ça a été une grande tristesse pour nous de la perdre. Et si j'enchaîne sur ce qui était très cher à Sylvie, c'était entre autres la formation. Et au CEF, je pense que les étudiants, vous avez quand même la chance d'avoir des formations régulières qui sont données par nos professionnels de recherche. Donc, ils ne sont pas juste là en consultation, mais ils donnent des formations en base de données, en système d'information géographique, en télédirection, en analyse R. Et on a aussi la chance d'avoir plusieurs écoles d'été qui sont récurrentes. Une école en dendrochronologie, une en trait fonctionnel des plantes, un cours intensif d'été en aménagement des écosystèmes forestiers, des cours en analyse statistique de pistes en écologie. Donc, on a beaucoup d'activités qui viennent apporter un support à votre formation. Et je vais laisser la parole à partir de maintenant à mon collègue qui va enchaîner. Merci Pierre. Alors, quelques mots. J'imagine que vous allez souvent visiter notre site web et vous n'êtes pas les seuls parce que c'est un site qui est très populaire auprès de gens un peu partout sur la planète. C'est là qu'on retrouve en fait toutes les nouvelles et les événements en lien avec la vie du centre et on les retrouve très rapidement. Grâce encore là à nos professionnels là, qui font un travail, je dirais, de veille assez fantastique là-dessus. Alors c'est l'endroit évidemment pour voir qui publie quoi. Pour les étudiants, c'est un très bon site, si jamais vous ne l'avez pas encore utilisé, pour voir aussi qu'est-ce qui est disponible en termes de bourse et éventuellement d'emploi. Et il y a quand même un certain nombre, je dirais, de membres qui n'ont pas encore fait leur page personnelle. Alors moi, je vous invite à le faire parce que pour vous, ça vous donne beaucoup plus de visibilité. Et j'encouragerais aussi les membres plus seniors, dont moi-même, qui n'ont peut-être pas fait la dernière mise à jour de leur page, de le faire sans tarder. L'information est toujours plus intéressante lorsqu'elle est très dans ce genre d'exercice, lorsqu'elle est le plus actuelle. Alors, donc, vous êtes ici au colloque annuel en très grand nombre cette année. C'est vraiment, je pense qu'on a au-delà de 250 inscriptions. Alors, la barre monte toujours. L'année prochaine, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Je fais déjà des invitations pour l'an prochain. Donc, encore là, c'est
c'est devenu le plus important colloque dans le domaine des sciences forestières au Québec. Donc, encore là, pour les étudiants, c'est une excellente vitrine pour présenter ce que vous faites. Comme les anciens savent aussi que on a des prix. Alors, et pour adjuger les prix, il faut qu'il y ait un vote du public. Alors, n'oubliez pas de voter pour votre affiche coup de cœur ou votre présentation orale coup de cœur. Demain, en fin d'après-midi, Pierre et moi, nous aurons le plaisir de faire la remise des prix et de se faire prendre en photo avec les lauréats. Bon, alors ça, je l'ai mentionné. Qui a vu Blade Runner 2049? Oh, vous n'êtes pas tellement quand même. Vous travaillez trop. Alors, le thème de cette année était... En fait, c'est un peu la faute de Pierre Racine, parce que Pierre a vu le film à peu près 25 fois déjà depuis qu'il est sorti. C'est un grand fan du film, alors... mais ceci, blague à part, donc... on a décidé que c'était peut-être pas une mauvaise idée, nous aussi, d'essayer de se projeter dans le futur. Un futur qui sera peut-être un peu moins glauque, mais sans vouloir révéler la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors donc, Denis Villeneuve nous a donné la permission d'utiliser des choses moyennant versement de royauté. Alors, c'est pas grave. Donc, mais ça nous a inspiré donc une table ronde où on a invité 4 personnes. Donc, Denis Cormier, Nathalie Isabelle, que j'ai vu tout à l'heure ici, Hugo Asselin, j'ai été vu, Hugo également, et Jean-Pierre Saucier, donc de la direction de la recherche, de venir nous présenter leur vision des tendances, des perspectives et des innovations pour les années, mon Dieu, c'est 1 génération, 2 générations à peine. Alors, demain après-midi, ne ratez pas ça. Et la séance sera animée par Mme Véronique Morin, qui est une professionnelle de la chose. Alors, ça devrait être mené donc très rondement, ici même, demain après-midi, avant la remise des prix. Vous connaissez tous l'hypothèse de la Reine Rouge? Levez la main, ceux qui la connaissent. Parfait, on vous fait participer un petit peu. Alors, comme vous le savez, l'hypothèse de la Reine Rouge, essentiellement, nous dit faut courir vite pour rester sur place. Alors, parce que tout dans la vie va vite. Alors, nous, on ne veut pas faire de l'immobilisme. On a pensé à des nouveautés cette année. Et encore une fois, je dirais que nos professionnels ont été très actifs de ce côté-là. Alors, est venue pendant l'année cette suggestion d'allonger le colloque du CIEF et par l'entremise de l'offre d'ateliers de formation. Et donc, on a fait un appel aux membres et les membres ont répondu de façon très généreuse pour proposer des ateliers. Donc, mercredi, plusieurs d'entre vous allez participer à des ateliers dans des domaines très divers. Donc, ça devrait être très intéressant. On va nous voir aussi comment ça se passe, parce que si vous nous dites que vous avez vraiment aimé ça, c'est des choses auxquelles on va penser, évidemment, pour les années à venir également. Alors, on a mentionné les prix de présence. Et prix de présence en plus des concours. Donc, pour gagner un prix de présence, pour que vous nous fassiez savoir que vous étiez là, donc n'oubliez pas de déposer vos documents dans les endroits désignés pour pouvoir gagner un de ces prix. Prix qui sont, prix donc qui sont possibles grâce à la complicité de commanditaires, alors qu'ils sont identifiés sur nos panneaux. Alors, merci à eux. Donc, l'horaire complet est disponible sur vos téléphones cellulaires. Pierre m'a mentionné que le Wi-Fi ne fonctionne pas très bien, mais EduRoam, la connexion EduRoam, le Wi-Fi UL apparemment ne fonctionne pas, mais la connexion EduRoam fonctionne très bien. Alors, vous ne serez pas isolé du monde pendant le colloque. Ce soir, tournoi de billard amical. Alors, on m'a dit qu'il reste de la place. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à la table d'inscription, au tapis vert. Les locaux pourront vous indiquer où est l'endroit. Alors, il y a de la place pour 32 équipes avec un magnifique prix en argent à l'équipe gagnante. Si jamais c'est des chercheurs réguliers qui gagnent le prix en argent, vous devrez le donner aux plus jeunes. Alors,
Comme le disait, on a plusieurs commanditaires qui nous permettent donc de tenir un colloque dans des conditions les plus agréables possibles pour vous. Et je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon colloque et à redonner la parole à Pierre qui va dans quelques secondes vous présenter notre conférencière invitée pour aujourd'hui. Alors, merci et bonne journée. Donc, comme à tous les colloques, nous invitons annuellement une ou un conférencier invité. Cette année, on a le plaisir, moi j'ai le plaisir d'introduire comme conférencière invitée la professeure Marie-Josée Fortin du département d'écologie et de biologie évolutive de l'Université de Toronto. Je vais commencer sur une note personnelle parce que j'ai connu Marie-Josée lorsque je commençais mon doctorat et qu'elle terminait son bac, donc il y a quelques lunes déjà, et elle s'apprêtait à commencer sa maîtrise sur les analyses spatiales en écologie avec le professeur Pierre Legendre à l'Université de Montréal. Marie-Josée a ensuite poursuivi, on pourrait dire, son intérêt pour l'écologie spatiale en travaillant sur la détection et les méthodes de détection des écotones. Elle a fait un doctorat à l'université, au State University of New York à Stony Brook avec le professeur Robert Sokal. Et elle a ensuite migré à Québec pour 2 ans où elle a été stagiaire postdoctorale dans le laboratoire de Serge Payette. De son passage à Québec, elle a ensuite eu un poste à l'Université de Sherbrooke comme professeur adjoint, où elle y est restée 3 ans, si mon souvenir est bon. Elle a ensuite eu une offre d'emploi à l'Université de Montréal. Marie-Josée est vraiment une personne spatiale, dans tous les sens du terme. Et elle a resté quelques années à l'UDM pour ensuite accepter une offre à l'Université Simon Fraser. Elle a fait quelques temps à Simon Fraser pour finalement s'installer à Toronto en 2001. Et elle est professeure titulaire à l'Université de Toronto. Elle est, moi je dirais, sans aucune subjectivité de ma part. Elle est pionnière de l'écologie spatiale, tant en ce qui a trait au développement des méthodes numériques qu'au fondement conceptuel de cette discipline, qui interpelle à la fois le rôle d'organisation spatiale d'environnement et les contraintes de dispersion des organismes qui vivent dans cet environnement-là. Elle a beaucoup travaillé en milieu terrestre, mais elle travaille aussi en milieu aquatique. Ses travaux sont également en biologie de la conservation. Les analyses spatiales sont importantes, donc le déploiement de stratégies de conservation en fonction de la valeur écologique des environnements, ça fait partie aussi des pistes de réflexion que le professeur Fortin a, et son équipe, nombreuses d'étudiants, ont abordées. Ces travaux visent tant les animaux que les plantes, donc ce n'est pas un groupe plus qu'un autre qui a été abordé. Elle a formé des gens dans pas mal tous les domaines et pour une vaste variété d'organismes. C'est une personne qui a apporté une contribution remarquable, un auteur prolifique, au-delà de 175 publications scientifiques, 30 chapitres de livres, et un élément très important, c'est son livre d'analyse spatiale qu'elle a réalisé en 2006, qui a été réédité cette année, ou il y a 2 ans, je pense, 2016, et qui en compagnie de Mark Dale, c'est un ouvrage de référence en analyse spatiale. Marie-Josée a été décorée à plusieurs reprises par plusieurs organismes. L'International Association of Landscape Ecology l'a consacrée à 2 reprises pour ses travaux de recherche. Elle est titulaire d'une chaire du Canada en écologie spatiale depuis 2016 et elle est membre de la Société royale du Canada. Mais au-delà de ses nombreuses reconnaissances par ses pairs, ce qui m'apparaît le mieux caractériser Marie-Josée est, son ouverture d'esprit, sa capacité d'écoute et le profond respect qu'elle porte à ses collaborateurs, qu'ils soient étudiants ou chercheurs ou professeurs. Elle a toujours été une personne d'équipe, elle le demeure, et ce qu'elle va vous présenter aujourd'hui, sans plus tarder, va sûrement vous donner une perspective de ses nombreuses contributions. Donc, sur ces mots,
J'invite le professeur Fortin. Est-ce que vous m'entendez? Ah, parfait. Bon. Alors, je voudrais remercier le CEF de m'avoir invité pour donner cette conférence ce matin. Et oui, Pierre et moi, on se connaît depuis belle lurette, c'est qu'on le dire. Là, je navigue plus en milieu anglophone, alors vous m'excuserez, mes diapositives sont en anglais. J'ai essayé de juste mettre l'entête en français pour me rappeler qu'il faut que je parle français. Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'écologie spatiale, ce qui est vaste. Et Pierre a déjà un peu présenté le fait que je navigue dans plusieurs types de recherches. Là, je m'essaie de m'équiper, là. Voilà. Et j'aime bouger. Alors ça va vous tenir réveillé, parce que moi, il ne faut pas que je m'endorme non plus. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je voudrais vous montrer que l'analyse spatiale, l'écologie spatiale, c'est très vaste et ça dépend avec qui vous parlez et chaque personne a sa propre vision de ce que c'est. Et moi, quand j'ai commencé, comme Pierre le disait, avec ma recherche de maîtrise avec Pierre Legendre, où je m'intéressais à la répartition spatiale des forêts, de données de pierre, en fait. J'ai commencé ma carrière comme parasite et je continue ma carrière comme parasite. Je prends les données des autres. Comme ça, vous pouvez étudier des plus longues séries de temps, des plus grandes aires géographiques. Ces prémices de base que j'ai acquises durant ma maîtrise étaient aussi teintées des connaissances de M. André Bouchard, bien sûr, et de M. André Roy, qui était au département de géographie. Alors, en fait, moi, j'ai commencé mes recherches de maîtrise en ce que maintenant les gens vont appeler l'écologie du paysage, mais le terme n'existait pas à l'époque. Alors, je devais expliquer au monde, je m'intéresse à la forêt, à l'analyse spatiale, pas à la géographie. Ça prenait une demi-heure. Maintenant, je peux juste dire, je fais de l'écologie du paysage, tout le monde comprend. Après ça, je suis allée de fait faire mon doctorat avec Robert Sorker à Stony Brook. Et là, je m'intéressais plus au processus de qu'est-ce qu'un écotone, comment on peut le détecter, puis comment on peut vraiment dire que c'est une vraie délimitation entre deux écosystèmes. Alors, j'ai développé des méthodes d'analyse qui étaient fondées sur la théorie des réseaux. Après ça, je suis venue à l'Université Laval avec Serge Payette et j'ai acquis des connaissances en paléoécologie, dendroécologie et toute l'écologie de la perturbation. Puis, ce que j'aimais jusqu'à ce moment-là, la vie était belle, parce que pour faire l'analyse spatiale, c'est bien quand les choses ne bougent pas. Mais quand tu continues après, dans ton premier emploi, puis avec André Desrochers, que je ne sais pas où il est, là, on se met à étudier des oiseaux, ça bouge. Alors là, tout un autre inventaire de recherche s'est développé où là, je devais considérer non pas juste la forêt qui bouge, bon, bien sûr, elle bouge, mais un petit peu plus lentement, et les animaux qui utilisent, puis la fonction du territoire, donc l'écologie fonctionnelle, comment le paysage affecte les individus, des espèces et l'interaction entre les espèces. Et puis là, ben, maintenant, ma recherche est à tout azimut. Alors, je vais me concentrer à deux choses aujourd'hui. Oups, ça n'a pas marché. Où je veux plus montrer comment la théorie des réseaux peuvent être employée pour faire de la conservation, d'étudier l'effet des changements climatiques, des changements d'utilisation du territoire et de voir comment les interactions entre les espèces existent. Spécifiquement, j'ai des recherches, comme Pierre le mentionnait, sur les aires protégées en milieu terrestre, en milieu marin, en milieu de réseau hydrique. Je m'intéresse à la connectivité, de rallier des habitats pour la conservation.
Et puis, j'ai un petit peu maintenant oh, là, je sais pas le terme. Je m'intéresse aux relations hôtes-parasites en anglais, c'est plus imagé, là. On dit disease ecology, c'est pour dire qu'il y a la propagation de maladies en milieu urbain où je vis maintenant à Toronto. Alors, tout ça, c'est influencé par l'hétérogénéité du paysage. Et on sait bien qu'avec les événements du changement climatique, l'ère d'habitat qui était bien à un moment donné dans le siècle précédent. Alors, en jaune, disons que c'est un bon espace dans le régime thermique et hydrique pour certains habitats d'espèces, puis une zone marginale. Puis certaines espèces sont bien adaptées ou sont déjà au dernier siècle étaient dans un habitat marginal. Certains pouvaient habiter dans deux types d'habitats. Mais avec les changements qui s'avient, il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître et ce qui était peut-être dans des habitats de haute qualité se retrouvent maintenant juste dans des habitats marginaux. Alors, quelles sont les possibilités? Là, je cherche mes mots, hein. Je parle lentement, mais c'est parce que je cherche mes mots. Je m'excuse. Je parle plus beaucoup en français pour des présentations orales. Alors là, je cherche un petit peu mes mots. Mais alors, quelles sont les trois alternatives pour les espèces? Ben, c'est qu'ils sont déjà adaptés aux nouvelles conditions auxquelles ils vont faire face. Ils vont pouvoir se déplacer ou ils vont localement ou globalement être exterminés. Moi, j'essaie d'être un petit peu positive. Puis la chose qu'on peut faire d'une façon écologique, c'est que les espèces peuvent se déplacer. Alors, quand on parle de déplacement, mais il y a différents types de déplacements qui ont lieu à différentes échelles. Alors, il y a le mouvement journalier, il y a la dispersion du milieu pour la reproduction, et il y a des migrations qui se font de façon cyclique. Et à chaque étape, on essaye d'obtenir des données qui nous permettent d'étudier ces phénomènes-là. Alors, au niveau local, on s'intéresse plus au niveau du territoire, comment l'animal favorise certains types d'habitats dans son aire de répartition. Au niveau du paysage, on essaie de voir comment la population se maintient, comment il y a des mouvements d'une parcelle à l'autre, comment la fragmentation affecte ces mouvements-là. Et pour l'effet de migration, ben là, on s'intéresse aux grands changements climatiques et comment les espèces vont pouvoir accéder aux nouvelles régions qui sont bonnes pour leur physiologie et leur reproduction. Et on espère d'avoir des données et on est capable de déterminer des différents types d'analyses selon les données qu'on a. Alors, au niveau plus local, régional, on voudrait des données démographiques pour savoir ce qu'est la dynamique des populations. Donc, on a besoin de savoir la survie, la dispersion, la mortalité, etc., fécondité. Au niveau plus global, on prend des données très grossières qui sont de présence-absence, qui nous donnent juste une brève indication que l'espèce est de fait présente à un endroit donné. Et de plus en plus, on a accès à des données un petit peu hybrides où on a une information plus fine pour plusieurs années. Alors, on peut faire des modèles d'occupation du paysage. Alors, moi, je vais me présenter plutôt des données plus locales, mais montrer comment c'est important de pouvoir comprendre comment les aires de répartition vont pouvoir s'étendre ou se rétrécir selon des différents processus. Et je vais vous donner un cours. Hein, vous ne saviez pas, mais je vais vous donner un cours. Je vais vous donner un cours sur la théorie des réseaux pour montrer comment on peut adapter les réseaux pour connaître la connectivité fonctionnelle et la connectivité spatio-temporelle. Alors, en premier lieu, je vais commencer avec une étude sur les aires de répartition, comment c'est affecté par différents processus. Alors, des processus globaux qui sont en vert, le climat puis le changement du territoire qui affecte la précipitation, comme je l'ai montré, la température, la perte d'habitat, dégradation de l'habitat et fragmentation.
des processus écologiques de dispersion, dynamique des populations, puis l'interaction entre les espèces. Bien sûr, si une proie est mangée par un prédateur, il y a de l'herbivorie, on a besoin de ressources, donc il y a une interaction entre plusieurs réseaux trophiques. Et comment la conséquence pour l'aire de répartition des espèces. Alors, je vais vous amener en Ontario, dans le sud de l'Ontario. Alors, moi, j'habite ici, à Toronto. Et ça, c'est juste pour montrer que avec l'avènement des réchauffements climatiques, ce qu'on s'attend, c'est que les espèces qui sont présentes aux États-Unis vont juste pouvoir migrer et étendre leur aire de répartition. Alors ici, c'est juste pour montrer comment la physiologie, la tolérance thermique va faire que plusieurs espèces vont migrer ou étendre l'aire de répartition dans le sud de l'Ontario et au Canada, bien sûr. Mais ceci va être limité par le fait qu'il y a beaucoup de fragmentation. Alors, le sud de l'Ontario, c'est là qu'on a beaucoup de zones agricoles, tout le blanc, et il y avait avant une très belle forêt, une zone de forêt très riche, qui existe presque plus. Et ça va limiter la progression. Alors, tu as un phénomène où le climat est favorable, mais tu as un mur agricole qui va limiter le mouvement des oiseaux ou des autres animaux. Alors, avec plusieurs de mes étudiants, on a étudié la propagation de la zone d'air de la paruline à capuchon, qui est un beau petit oiseau qui n'était pas présent dans le sud de l'Ontario. Et les ornithologues amateurs ont vu la progression de l'animal dans la péninsule sud de l'Ontario. Alors, on s'intéresse à savoir est-ce que l'espèce va vraiment prendre de l'expansion et qu'est-ce qui va limiter cette expansion-là. Et la paruline, elle a un habitat très particulier. Elle vit dans des trous de canopée en forêt tempérée pour pouvoir mettre son nid à une hauteur d'à peu près 1 mètre dans les buissons pour éviter la prédation. Donc, elle a besoin d'ouverture dans la canopée. Et cet habitat-là, avec la succession, bien sûr, la canopée se remplit. Et on a besoin aussi de savoir, est-ce qu'elles se reproduisent en Ontario ou elles font juste faire un mouvement de migration au printemps, puis en fait, c'est un puits et non pas une source d'individus. Alors ici, c'est l'aire de... C'est un petit peu trop clair, là, mais c'est l'aire de répartition de la paruline à capuchon dans le sud de l'Ontario, puis aux États-Unis. Puis on voit que les couleurs plus foncées montrent que l'espèce est très présente, donc c'est pas une espèce en danger, mais elle est en train de vraiment migrer vers le nord avec le climat qui s'améliore. Donc on s'est demandé, il y a le climat, puis il y a l'habitat, mais il y a la reproduction. Et à l'aide de Bird Study Canada, je ne sais pas c'est quoi. Bird Study Canada étudie les oiseaux. C'est ça. C'est un groupe qui ont étudié un groupe de parulines à capuchon dans la forêt de St. Williams, qui est une petite forêt, là, c'est vraiment pas gros. Mais il y a un suivi pendant plusieurs années où ils ont bagué les animaux, on savait leur succès nicheur, et il y avait 152 nids sur 6 ans qui ont été répertoriés. Et on peut connaître leur territoire et comment ils se reproduisent et leur survie. Donc, en se basant avec ces données-là, on a voulu voir c'est quoi la probabilité de propagation de l'espèce étant donné les changements climatiques. Alors, vous devez être au courant qu'il y a plusieurs méthodes d'analyse de modélisation. Hey, ça n'a pas d'allure, on peut parler en français. Excusez. C'est long, je n'arrive pas à aller vite, je m'excuse. C'est des modèles de distribution d'espèces qui sont de différentes sortes, dépendant de la qualité des données, sont quantitatives ou qualitatives. Et l'idée, c'est la suivante, c'est que si le climat augmente, l'espèce va pouvoir se propager, donc il va y avoir plus d'habitats. Mais, dans le cas de la paruline, les habitats vont peut-être aussi disparaître parce que la canopée va grandir.
Alors, il faut avoir un modèle où on tient compte aussi de la dynamique des populations des espèces et il va peut-être avoir des habitats qui sont accessibles ou peu accessibles parce qu'ils deviennent maintenant une forêt fermée. Alors, en se basant sur ces deux types de modèles, on a décidé de les jumeler, de les coupler pour pouvoir voir comment le climat, mais la dynamique des populations vont affecter la propagation de l'espèce dans le sud de l'Ontario. Alors ça, c'est des données en collaboration avec mon étudiante Ilona Najo-Katis-Lewis. Alors, je veux juste dire Ilona pour le reste de la présentation. Et l'idée, c'était la suivante. C'est une démarche systématique qui montre que on prend la présence de l'espèce présentement, on prend le climat, on fait un modèle d'habitat. Et là, on prend des modèles de changement climatique, on fait des modèles de cartes d'habitat dans le temps en tenant compte du climat qui va changer. On a les données de démographie de la forêt Saint-Williams. Et là, on va tester qu'est-ce qui sont les paramètres qui influencent plus soit la propagation ou l'extinction de l'espèce. Alors là, il y a eu une série d'analyses assez intenses pour faire une sensibilité, voir quel paramètre est le plus important. Alors, il y a différentes étapes dans le climat, différents modèles de circulation générale qui ont été employés. On a utilisé l'habitat couramment, puis on a fait une perte aléatoire de l'habitat. On a nos paramètres de survie, de capacité, de dispersion, des conditions initiales, et on met tout ça dans un modèle, et on essaye de voir quelles sont les prédictions et quels sont les facteurs, soit climatiques, d'habitat ou de démographie, qui affectent plus la survie de l'espèce. Alors ici, la carte, bien sûr, c'est un modèle, alors c'est un petit peu déphasé sur la réalité. Il y a peut-être un peu trop de probabilité d'occurrence de l'espèce au moment courant. Et là, dans les années 2020, 2050, 2080, on voit que le territoire se bouge et se restreint. Alors, on voulait savoir quels sont les paramètres qui sont les plus importants des trois types que je vous ai montrés. Alors, on peut, avec la simulation, on peut arrêter quand on veut dans le temps. Alors ici, si on arrête 20 ans dans la simulation, et là, vous ne le voyez absolument pas, mais il y a certaines entrées qui sont en gris pâle, et c'est tous les paramètres de fécondité. Alors, la survie des juvéniles, des adultes, la fécondité, la dispersion, la survie après la dispersion, puis la reproduction. Et en blanc, c'est les paramètres plus physiques, biotiques, abiotiques, je veux dire le nombre d'habitats, la connectivité, les modèles de changement climatique, etc. Alors, les nombres que vous voyez, c'est les rangs. Alors, les trois premiers paramètres qui sont les plus importants pour expliquer la réduction de l'aire de répartition, c'est toute la démographie. Après ça, au rang 4, vient l'habitat et la connectivité, puis le climat, que tout le monde dit c'est changement climatique, changement climatique, changement climatique, bien c'est au rang 9. Alors, c'est beaucoup moins important que la reproduction pour expliquer comment l'animal s'est maintenu ou non dans cette aire de répartition. Si on continue 100 ans, l'ordre change un peu. Alors, les 4 premiers restent les mêmes. Alors, la survie, la fécondité, la présence d'habitat. Et maintenant, les modèles de circulation viennent monter au 5e rang. Alors là, le changement climatique vient d'être plus imposant et on peut voir que ça a de l'effet. Alors, c'est intéressant parce que le climat n'a peut-être pas eu un effet tout de suite, mais la démographie, les paramètres de démographie sont restés les mêmes, les plus importants, et l'habitat. Donc, c'est important de mettre ça en perspective quand on veut faire de la conservation, qu'il ne faut pas juste se préoccuper du climat, pas juste de l'habitat, mais de la reproduction de l'espèce. Alors, le message de cette analyse-là, c'est qu'il faut vraiment penser de plus en plus à obtenir des paramètres de démographie qui ne sont pas faciles à obtenir, j'en conviens, que la fragmentation va limiter
la propagation de l'espèce et que le changement climatique va avoir un rôle qu'un petit peu plus tard, pas peut-être immédiat autant qu'on penserait. Alors, fort de ces études-là où la fragmentation de l'habitat est importante, là, je vais vous amener à voir comment la théorie des réseaux peut être employée pour déceler cette connectivité, le fait de mouvement des espèces, même pour les oiseaux qui sont eux-mêmes ayant des capacités de dispersion, mais quand ils sont nicheurs, bien, leur dispersion est plus limitée. Alors, je vais commencer par une première étude de montrer la différence. Alors là, le cours commence. Vous pouvez prendre des notes, là. Alors là, quelle est la différence entre la connectivité structurelle, qui est juste, en fait, la configuration de l'habitat. Or, ici, l'habitat, ça va être des parcelles, le vert foncé, et les autres parcelles pâles, c'est des champs agricoles, disons, puis il y a une route. Alors ça, c'est juste la configuration de l'utilisation du territoire. Et ici, comment les animaux l'utilisent, cet habitat. Alors, on va parler de connectivité fonctionnelle. En fait, j'aurais dû rajouter, c'est une connectivité potentielle. Si on a des colliers émetteurs, on sait vraiment où ils vont. Mais si on n'a pas de collier émetteur, ben on prend des données indirectes. Alors, c'est ce qu'on va faire dans le premier cas. On va prendre des données indirectes sur, encore, notre paruline à capuchon, où on sait que la capacité de dispersion est différente selon les femelles et les mâles. Et encore une fois, là, je répète qu'ils ont besoin d'une ouverture dans la canopée pour nicher. Et bon, ils sont sensibles, ils ont vraiment besoin d'une aire de forêt assez grande. Donc, ça, c'est avec des travaux de Stéphanie Mérès, où elle a eu accès aux données de Bird Study Canada. Et elle a rajouté ses propres données de terrain où elle a la forêt Saint-William, c'est ici, le X, et elle a été dans un rayon de 20 km autour de la forêt pour essayer de trouver des forêts semblables et de voir s'il y avait des nids ou non, et de voir s'il y avait des reproductions qui avaient lieu. Alors, il y a 33 de ces sites qui ont été étudiés pendant 2 ans, 2004-2005, et elle a étudié plusieurs variables. Alors, parce qu'on sait que la reproduction, puis le fait que les oiseaux sont à un endroit précis, bien, c'est peut-être ce qui se passe dans la canopée elle-même. Alors, il faut des caractéristiques du site même. Alors, à 5 mètres du nid ou de le centre du boisé. Alors, il y avait 11 variables. Vous lirez l'article, il y en a toute la description. Après ça, dans un rayon de 1 km sur chaque parcelle, combien de forêts il y a. Après ça, la connectivité, c'est juste l'agencement de forêt, non-forêt, fragmentation. Il y avait 7 variables dans un rayon d'1 kilomètre. La connectivité fonctionnelle c'est par rapport à la capacité de dispersion des femelles et des mâles. Alors, on tient en même compte que les mâles vont disperser plus que les femelles, donc il y avait 5 variables. Et en un rayon de 20 km, il y avait 3 variables. Alors, la réponse était oui, il y a un nid ou non, il n'y a pas de nid. Donc, c'est une régression logistique. Et en faisant des modèles de sélection, je vous montre juste les plus sommaires, sinon la page serait pleine et on ne pourrait plus rien voir. Alors ici, le premier modèle, c'était juste les valeurs d'information au site même. Et la valeur de AIC était 44. Quand on rajoute le pourcentage de forêt, ça descend à 41. Quand on regarde juste l'arrangement de configuration, ça descend à 40. Quand on rajoute le pourcentage de forêt puis la connectivité structurelle, mais ça remonte. C'est fou les mathématiques que ça fait. Et ici, quand on a la valeur au site et la connectivité fonctionnelle, donc 50 mètres et 500 mètres, là, on vient de descendre la valeur des IC. Ici, ça remonte un peu. Et finalement, quand on a juste, en fait, là, il devait y avoir une autre chose, j'ai mal copié, je m'excuse. Mais quand on a juste le site et la fonction
de dispersion, c'est le meilleur modèle. Alors, la conclusion ici, c'est qu'il faut vraiment connaître comment les espèces se dispersent pour pouvoir mieux saisir comment ils vont pouvoir perdurer dans cet habitat. Alors ça, c'était quand même une bonne façon de démontrer, parce qu'on avait une réponse fonctionnelle du nombre de nids qu'il y avait dans la région. Mais des fois, on n'a pas cette information-là. On a des données qui sont peut-être indirectes et ces données-là peuvent être de différents types, des connaissances d'experts ou des données de présence-absence. Et si on est chanceux, bien, ça peut être des données de télémétrie. Alors, dans d'autres études, avec Micheline Manceau à Parc Canada, Andrew Fall puis Dan O'Brien, on a fait cette recherche sur le caribou des bois au Manitoba. Et la question, c'était à savoir, en hiver, les caribous sont plus stressés, ils ont besoin d'être plus près de leur bon habitat pour brouter, mais ils sont peut-être aussi sujets à plus de prédation. Alors, on voulait savoir quelle était la stratégie des caribous dans un endroit précis que je vais vous montrer dans 2 minutes. Et les questions qu'on avait, est-ce qu'ils sont, dans le fond, les caribous, plus près d'un habitat de bonne qualité et est-ce qu'ils peuvent s'y rendre selon leur capacité de dispersion? Alors, vous me direz, bon, ben, ils n'ont pas de problème de dispersion à l'été, mais en hiver, il y a de la neige. Alors, ça va limiter la distance à laquelle ils peuvent se propager dans la région. Alors, la région d'études, ici, vous avez le Manitoba, le lac Winnipeg, et c'est ici, là, c'est une région assez grande où on a eu la chance que Manitoba Conservation a mis des colliers émetteurs sur 9 mâles et 2 femelles, et on a gardé que les points de télémétrie en hiver, de mois de novembre à mars, là où il y a de la neige. Et on a fait une étude de composition, j'ai aucune idée si c'est ça en français, une étude pour voir quelle est la préférence de l'habitat selon ces points de télémétrie. Alors, je vais vous montrer ça dans 1 minute, mais il y a certains habitats qu'on sait déjà que le caribou n'aime pas. Et on sait que, alors que le trajet le plus court serait entre la parcelle 1 ici et 2, serait le trajet de A à B, s'il faut passer à travers des framboises ou des rosiers avec des épines, même nous, on va faire un détour. Donc, le détour, c'est de C à D. Donc, on va essayer de voir comment, avec la qualité de l'habitat et favoriser certains endroits ou non, on peut mettre un coût de déplacement, de résistance dans cette aire-là. Alors, en faisant notre analyse de préférence, on voit qu'ils préfèrent le pin gris et qu'ils n'aiment pas les milieux d'eau, de récents feux et de milieux humides. Et on peut faire un rang et on peut faire une analyse encore logistique et mettre un poids et dire quel est l'habitat le plus préféré. Alors, on peut recolorier, si vous voulez, notre carte et dire qu'en noir, c'est les meilleurs habitats. En gris pâle, c'est le deuxième habitat. Puis en blanc, ben, c'est ce qu'ils n'aiment vraiment pas. Et là, on peut se dire, bon, ben maintenant, on peut dire, bon, on a une carte soit binaire pour expliquer mieux la démarche. Là, ici, alors, tout ce qui est en vert, c'est des bons habitats. Et là, c'est juste une distance euclidienne de plus proche entre les différents habitats. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a comme des agrégats de forêt, puis un petit peu moins, puis un autre agrégat de forêt. Puis ça va influencer comment les animaux peuvent se déplacer ou non. Alors, si j'illustre ça, si on peut se déplacer juste un demi-kilomètre, ben juste ce groupe de boisés va être accessible, d'habitat. 1 kilomètre, il va y avoir plus. Et 1,5 kilomètre, et on peut augmenter avec des seuils de dispersion. On appelle ça une démarche multiscalaire. Et on peut, après ça, faire différentes analyses et décider, bien, pour une capacité de dispersion, combien d'habitats est accessible. Alors, on a un indice qu'on a calculé, puis qu'on a nommé la taille moyenne de la parcelle d'habitat accessible, qui est
pondéré pour pas avoir des cas où tu as des parcelles qui sont très grandes, qui nous donnent l'impression qu'il y a beaucoup d'habitat, ou des parcelles qui sont très petites, qui nous donnent l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'habitat. Alors, on pondère cette moyenne-là. Alors, on peut avoir combien d'habitat pour cette zone d'étude est accessible. Alors, quand on fait ça, on peut vérifier est-ce que nos caribous préfèrent de fait le pain gris. Est-ce qu'ils sont dans le bon habitat que les points de télémétrie nous disent? Alors ici, ce graphique-ci, c'est dans l'axe des X, on a les capacités de dispersion. Et ici, c'est combien d'air, d'hectares est connecté si on peut se disperser à ces différents seuils-là. Et on voit que ça fait comme un effet d'escalier. À petite distance, il y a très peu d'habitat qui est connecté. Puis là, tout à coup, on peut se disperser un petit peu plus et il y a plus d'habitat qui est accessible, et etc. Cet effet de palier-là, ça reflète, si je peux me revenir ici, au fait que tu as un groupe qui sont très proches. Puis là, il n'y a plus rien. Tu attrapes un autre groupe, puis là, tu peux avoir plus d'habitat. Donc, c'est très informatif, c'est très indicateur de la fragmentation de l'espace. Et la ligne rouge, c'est les données de télémétrie. Et la ligne bleue, avec des intervalles de confiance, c'est qu'on a pris les 2700 quelques points, puis on les a mis aléatoirement pour voir, bien, c'est peut-être juste par chance là, qu'ils se retrouvent de cette façon-là dans le territoire en question. Mais non, le caribou semble être tout le temps plus proche que par chance de l'habitat préféré qui est du pain gris. Alors ça, c'était très intéressant. Et le but de cette analyse-là, si je reviens ici encore, c'était après de dire, bon, ben, il y a peut-être des parcelles de pain gris qui sont moins importantes. On peut faire avec la test par permutation, on peut dire le poids, l'importance de chaque parcelle et dire à l'industrie forestière, parce que c'est arrivé comme ça, cette recherche, on voulait dire à l'industrie forestière, bien, vous pouvez couper peut-être ce groupe de parcelles de pin gris, mais gardez-nous les autres. Alors, on pouvait discriminer, dire que dans le fond, il y a certaines parcelles qui étaient peut-être moins importantes pour maintenir la connectivité sur l'ensemble de l'aire d'étude. Avec ces mêmes données de télémétrie, on a pu employer les poids, ça c'est les poids de la régression logistique, donc les résistances au mouvement, dans un autre secteur. Alors ici, on a le lac Winnipeg, tout à l'heure on était en bas ici, et maintenant on est dans le haut, où le jaune, c'est des routes et il y a beaucoup d'exploitation forestière et il y a beaucoup d'eau. Malgré que le caribou peut se déplacer puis traverser des rivières, il va quand même pas traverser le lac Winnipeg qui est immense. Et on se demandait si dans cette région-là, la connectivité était bonne. Alors maintenant, ici en rouge, c'est les bons habitats de pin gris, en blanc pour qu'on les voit mieux. Puis ici, les couleurs, c'est la résistance au mouvement du caribou. Pourquoi on se préoccupait de cette nouvelle aire d'étude? C'est que le gouvernement du Manitoba a décidé qu'il fallait créer des aires protégées pour le caribou. Alors, il avait proposé 2 régions. Une région ici, plus au sud, et une région plus au nord. Mais là, ça prend pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'il n'y a pas de noir dans cette zone qui est proposée, où le noir, c'est la meilleure habitat pour le caribou. Chercher l'erreur. Ici, il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup plus. Alors, on s'est dit, mais on va leur montrer l'évidence. Des fois, c'est incroyable ce que vous pouvez faire juste avec une carte. Alors, on a pris nos données d'habitat. Alors là, je les ai changées de couleur, je les ai mis bleues. Ici, c'est juste pour montrer qu'est-ce que la connectivité serait si on ne se préoccuperait pas du coût de déplacement, de préférence de l'animal. Et on voit toutes les distances euclidiennes possibles entre toutes les parcelles. Et si on inclut le coût, on voit qu'il y a certains liens qui ont disparu, puis d'autres qui se prédominent. Et ça a beaucoup de sens si je me remets sur l'autre diapositive, que en fait, les longues distances qui se trouvaient, c'était la parcelle qui est ici de bon habitat et les autres parcelles ici, c'était des liens euclidiens qui sont dans l'eau.
Alors, mon pauvre caribou, il va pas nager tout ça. Donc, on peut montrer que la résistance de coups qu'on a donnée a du sens parce que ça enlève les liens qui n'ont aucun sens et puis ça nous met en évidence les liens qui ont plus de possibilités d'être employés par le caribou. Alors là, on a remis ça sur la carte en question. Puis là, vous voyez toutes les connectivités. Ce que je vous montrais, c'est un sous-ensemble. Et on montre encore, une fois qu'il n'y a aucun ou presque aucun lien dans la zone protégée proposée dans le haut. Alors, juste en montrant ça, ça a été suffisant pour qu'ils modifient leur aire protégée. Alors, ils ont consenti à augmenter un peu la zone ici. Et ici, bien, au lieu que ça soit horizontal, ils l'ont mis vertical. Alors, il y a un petit peu plus d'habitat. Alors, dans toute ma carrière, c'est la seule recherche que je peux dire où j'ai eu un impact direct dans la conservation d'une espèce. Ici, pourquoi il n'y a pas eu plus, c'est qu'il y a du... bien sûr, l'industrie forestière est en compétition. Alors, ils ne veulent pas donner plus de territoire. Alors voilà, ça c'était la distribution fonctionnelle, mais il y a différents types d'informations aussi qu'on doit tenir compte. Alors je vais vous amener en milieu agricole, je m'excuse, avec la tortue mouchetée, qui est une espèce en voie de disparition dans le sud de l'Ontario. Ça, c'est les régions où ils sont reconnus, qui sont présentes. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fragmentation dans le sud de l'Ontario et les tortues ont besoin de milieux humides et ils sont en voie aussi de disparition un peu partout. Alors, avec une étudiante en géographie, elle s'intéressait à savoir les populations qui vivent dans cette marécage, dans le sud de l'Ontario encore, quelle était leur probabilité de survie puis de déplacement dans cette aire vraiment marcelée par l'agriculture. Alors, elle a été, MMU, capable d'obtenir des images satellitaires de très haute qualité spectrale. Et on a pu identifier certaines choses. Alors là, ici, ça c'est l'imagerie hyperspectrale où on voit en foncé, là, c'est des boisés. On voit les aires agricoles, on voit des routes, puis il y a des milieux de ruisseaux, de marécages, etc. Alors, on a reclassifié cette image avec moins de classes, 16 classes, pour avoir un meilleur sentiment de qu'est-ce qui était important. Puis là, on a demandé à 3 experts de nous donner des coups, de dire, bon, ben, comment l'animal va se propager dans ces différents milieux-là. Alors, tout ce qui est blanc, ben, ces forestiers, ils vont bien se déplacer. Tout ce qui est gris, foncé, c'est agricole, ils vont pas bien se déplacer. Puis là, en noir, ben, c'est les milieux humides qu'ils vont pouvoir utiliser. Alors, ce qui était bien dans cette région-là, c'est qu'il y avait des données de télémétrie où on savait où était la tortue mouchetée. On savait déjà quelles étaient les parties qu'ils utilisaient. Et on a fait ce qu'on appelle en écologie du paysage une analyse de Circuscape, pour parler bien français, où on peut donner le taux de résistance puis voir pour chaque pixel comment la dispersion est possible. Alors, ça donne des cartes comme celle-ci. Alors, encore en bleu, c'est où la tortue mouchetée est. Et plus c'est jaune, plus c'est la probabilité de dispersion est haute. Et plus c'est rouge ou violet, c'est moins possible. Alors, on peut déjà discerner qu'il y a certains endroits qui sont favorisés, puis qu'il y a des étranglements qui sont plus vulnérables, qu'il faudra peut-être protéger. On peut comparer ça, encore une fois, avec les distances euclidiennes, puis on voit vraiment que, bon, il y a vraiment, peut-être d'ici, ce serait possible de passer, parce que c'est dans les taux de moindre coût pour l'animal, mais il y a d'autres secteurs où tu passes dans les milieux agricoles, les fermes, alors c'est impossible. La méthode te permet de trouver le chemin de moindre coût. Alors, c'est le pointillé ici qui suit, en fait, c'est ça, la probabilité de courant et nous montre les zones qui sont les plus en danger pour que l'espèce puisse se circuler d'une place à l'autre. Tout va bien, la vie est belle. Ça, c'est au printemps.
mais il se passe des choses, surtout avec les étés qui vont devenir de plus en plus chauds. Les étangs vont se restreindre, les petits ruisseaux qui se connectaient vont peut-être disparaître. Alors, une période de temps, de printemps où il y a des fontes de neige jusqu'à la fin de l'été, la dynamique, puis ce qui est disponible, va changer. Alors, on peut et on doit, quand on veut s'intéresser à la conservation, faire de la connectivité à travers le temps. Et la première façon facile, c'est de juste faire de la connectivité d'une étape, d'une carte à une autre. Alors, on prend une première imagerie, on fait la connectivité comme je vous ai montré, puis on fait une autre imagerie, puis là, ici, la forêt va changer. Les liens ici, il n'y a pas de lien dans la première carte parce que c'est trop loin. Ou ici, le tiret montre qu'il y a une connectivité possible, et etc. Mais c'est statique. Tu fais d'une carte à l'autre. Alors ici, on a été chanceux d'avoir assez d'argent pour avoir 2 images satellitaires. Et là, les couleurs sont juste transformées, juste pour vous réveiller un peu, là, dire, mais c'est pas la même chose. Mais c'est la même information, c'est juste les couleurs qui ont changé. Et là, c'est au printemps, puis à la fin de l'été. Et on voit que les zones qui étaient importantes au printemps ou possibles d'accès ne le sont plus à la fin de l'été. Alors ici, en rouge, c'est très haute connectivité. Et à la fin de l'été, cette zone-là n'est plus aussi accessible. C'est accessible, là, c'est encore dans le jaune, mais c'est moins accessible. Et cette zone-là, qui était peut-être pas aussi importante, le devient plus. Alors, quand on veut vraiment faire de la conservation, on peut pas faire juste la connectivité à un moment donné ou à une année donnée. Il y a des changements, et tout le monde le sait, qui sont en écologie animale. L'aire de répartition va changer et il faut en tenir compte. Donc, ça, c'était une première étape de montrer que c'est important de faire de la connectivité à chaque moment. Mais, ce que je vous ai montré, c'était statique, encore une fois. C'est une année ou une saison, mais l'animal, lui, c'est en continu. Alors, on a besoin de meilleures méthodes pour pouvoir voir le changement de connectivité d'un temps 1 à un temps 2. Alors, on a besoin de techniques de connectivité spatio-temporelle. Alors, la différence entre ces deux possibilités, ici, c'est statique à travers le temps, et ici, on inclut le mouvement potentiel de l'animal avec le changement d'habitat. Alors ça, c'est une méthode qu'on a développée avec mon étudiant Alexandre Martesen, Santiago Sora, qui a été publié l'année dernière. Et en fait, c'est qu'on prend encore la théorie des réseaux et on la modifie, on donne des poids différents sur la capacité de dispersion selon la présence ou la disparition ou l'apparition de parcelles. Ici, c'est des parcelles de forêt. Alors, comment ça se fonctionne? Ben, l'indice a 3 parties. La partie que je vous ai montrée pour la tortue mouchetée, qui est très simple. Oui, je suis capable de me disperser. L'animal est capable d'atteindre la parcelle. Ici, la parcelle en haut est trop loin, elle n'est pas accessible. Et au temps 2, ben, ces parcelles-là, ici, elle a disparu, c'est ouvert, c'est blanc. Et une autre a apparu, puis ici, il y en a d'autres qui sont apparues et on peut se connecter, les distances sont très proches. Alors, le 1, ça veut dire qu'on donne un poids de connectivité plein spatialement. Dans le panneau du milieu, du temps 1 au temps 2, là, le tiret nous montre que la connectivité est possible parce que, encore une fois, les parcelles étaient présente en temps 1, présente en temps 2, et dans la capacité de dispersion de l'animal. Et il y a certains qu'on va leur donner un poids de 0,5 parce qu'ils sont accessibles seulement si on emploie l'autre parcelle qui a disparu. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a disparu, c'est ça notre problème. Alors, on va mettre des poids, ben là, on a fait des sensibilités de tests pour savoir quelle était la meilleure façon de faire. Mais on va maintenant créer des mouvements partiels qui tiennent compte des patchs qui apparaissent. Alors, une nouvelle parcelle qui n'était pas là, puis des parcelles qui disparaissent à un temps intermédiaire.
Quand on met tout ça ensemble, ben, on a notre indice spatio-temporel de connectivité où certains poids de lien est plein, parce qu'on peut accéder directement par la capacité de dispersion ou indirectement en utilisant une parcelle comme une parcelle de saute-mouton. C'est un pas intermédiaire. Bien sûr, si je reviens ici, c'est important de noter que quand on fait des analyses spatio-temporelles, il faut choisir le bon temps temporel. S'il n'y a pas de changement, ben, vous perdez votre temps. S'il y a trop de changements, vous perdez beaucoup trop d'informations. Alors ça, ces informations-là de changement d'habitat forestier, ça a été fait à partir d'images satellitaires. Mais c'est ça, il faut avoir le bon pas pour l'animal qu'on étudie. Et aussi, ben, si certains secteurs changent pas du tout, ben, perdez pas votre temps. Hein. Vous avez pas besoin d'un indice spatio-temporel. Alors, on peut, après, une fois qu'on a nos indices, dire, ben, quelles parcelles sont les plus importantes? Et ça me ramène à des analyses que Santiago Sora a démontrées, où on peut calculer la probabilité de connectivité. Alors, cette probabilité de connectivité, elle tient compte de plusieurs facteurs et on peut décomposer après cette probabilité de connectivité en 3 indices. Alors, la probabilité de connectivité, donc premièrement, les parcelles ici en noir, pardon, sont de différentes tailles qui reflètent la taille de l'habitat ou du boisé. Et on peut voir que certaines parcelles D et F ne sont pas connectées par des tirets parce que c'est au-delà de la capacité de dispersion de l'espèce. Les parcelles qui sont de grands cercles en vert, en rouge et tout, là, c'est qu'on peut les atteindre. Puis, il y en a qui sont bleues. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a certaines parcelles qui sont tellement grandes, pourquoi j'irais ailleurs? J'ai toutes mes ressources, j'ai pas atteint la capacité limite, j'ai pas besoin, je suis pas, crowded, là, j'ai pas atteint, là, il y a assez d'espace, pourquoi je m'en irais? Alors, la connectivité, ça vient du fait que la parcelle est assez grande, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. L'autre, c'est la capacité de dispersion, les tirets. Alors, les probabilités de dispersion vont être proportionnelles à la distance entre les parcelles, donc 0.1, 0.2, etc., 0.8. Puis, l'autre information qui est importante, c'est que si H, la parcelle disparaît, je fais 2 sous-groupes. Alors, je divise maintenant la région qui était comme possible d'aller de A à M n'est plus possible si la parcelle H disparaît. Alors, ça fait ce qu'on appelle, soit Santiago Sora l'appelait le connecteur, ou la parcelle de pas japonais. Alors ici, on peut donc revoir quelle est l'importance de chaque parcelle à maintenir la connectivité. Alors ça, c'était statique, mais on peut faire ça maintenant dans le temps. Alors, on regarde les parcelles, ben, elle était présente au temps 1, au temps 2, puis elle est grande, donc c'est la capacité de grandeur de taille qui est importante. Je peux me déplacer d'une parcelle à l'autre parce qu'elle était accessible, ou j'en emploie une autre pour me rendre à une autre destination. Alors, on peut étudier tout ça en regardant la dynamique des forêts, comment ça a lieu. Ça, c'était des données en milieu tropical où tous les 10 ans, on avait une nouvelle carte de forêt. Alors ici, en vert foncé, les forêts étaient accessibles au premier temps puis au deuxième temps, à 10 ans d'intervalle. En vert pâle, c'est un gain. La forêt s'est déjà régénérée. En forêt tropicale, ça se régénère plus vite qu'en forêt boréale. Et en rouge, ça a été détruit par la coupe pour d'autres besoins divers et multiples. Alors là, on peut comparer si on faisait comme on a fait pour la tortue mouchetée, la connectivité au temps 1, au temps 2, puis la connectivité spatio-temporelle. Alors, si je regarde la connectivité spatiale au premier temps, la connectivité, la probabilité connective pour l'ensemble de la région, c'était 0.32. Il faut me croire que c'est une valeur faible, mais c'est une valeur. Mais on peut décerner
cette contribution de la connectivité, elle est due à quel aspect de parcelle? Alors, la grandeur des tailles, c'est seulement 37% de la connectivité était due à la grandeur des tailles, au déplacement direct ou au mouvement intermédiaire par les parcelles qui nous permettaient de bouger dans le paysage. Donc, la dispersion directe était très importante au temps 2. Au temps 1, excusez. Au temps 2, la probabilité d'une connectivité a descendu et là, la taille de l'habitat de la parcelle a beaucoup d'importance. L'effet de saut de mouton est moins important et la connectivité directe le redevient important. Mais quand on prend maintenant nos indices spatio-temporels, la connectivité est plus forte, ce qui nous a beaucoup étonnés. On s'est creusé la tête. Et en fait, maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que la grandeur est importante, le déplacement direct est important, mais les parcelles intermédiaires le deviennent de plus en plus. Alors ça, c'est un cas où, en fait, peut-être, on sous-estime la connectivité en les traitant comme des temps indépendants et l'animal a peut-être la capacité d'utiliser ces espaces temporels. Alors ça, c'était pour une certaine distance de déplacement. On a essayé avec d'autres distances de déplacement. Alors ici, pour les mêmes forêts, la même répartition spatiale au temps 1, 2 et la dynamique spatio-temporelle, si l'animal peut se déplacer seulement 50 km, 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres. Et ce qu'on voit, c'est que l'importance de la taille est toujours présente, mais quand on arrive à des dispersions plus élevées, l'utilisation des parcelles intermédiaires, le saut de mouton, est de plus en plus important. Donc, ça nous montre aussi qu'il faut bien comprendre la capacité de dispersion des individus dans un milieu fragmenté. Alors là, je vous ai présenté quelques méthodes de connectivité. Je vous ai parlé de la connectivité fonctionnelle, potentielle, selon les données que vous avez. La vraie connectivité, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est la connectivité structurelle, la capacité de dispersion puis de comportement, l'utilisation de ces parcelles intermédiaires, puis de la démographie que je vous ai montré au début. S'il y a beaucoup d'individus, ou s'il y a peu d'individus, mais il n'y a pas autant de connectivité. L'importance de la connectivité spatio-temporelle. Puis, on peut faire d'autres sortes de connectivité, de me voir comment ça peut être utilisé pour la propagation de maladies, avec le taux de contact que les individus peuvent avoir. Puis, une autre façon, comme la première étude des oiseaux de la paraline couronnée, on pouvait voir que la présence d'un nid ou non, c'est vraiment fonctionnel, mais on peut aussi faire de la génétique. Alors, on peut calculer l'échange génétique, je pense que c'est le flux génétique, pour voir vraiment que c'est pas juste que je peux me rendre quelque part, mais je me reproduis, puis j'ai aussi un échange de bagages génétiques. Alors, on peut vraiment adapter ces méthodes de connectivité à plusieurs questions qu'on a, et les intégrer en conservation, puis dire, dans quel secteur j'ai besoin de rajouter des forêts, de bons habitats, et de restaurer certaines parcelles qui sont peut-être de mauvaise qualité, il faudrait les restaurer, mettre la qualité supérieure, puis peut-être enlever des liens, je vais empêcher la propagation de feux, d'insectes, etc., et dire, ici, c'est vraiment important de limiter, de faire peut-être une composition d'espèces mixtes qui fait que ça se propage moins vite. Alors, je pense que je vous ai montré qu'un survol de ce qu'est l'écologie spatiale, puis l'importance qu'il faut se rendre compte que c'est plusieurs aspects. Quand on parle d'écologie spatiale, ça peut parler de modèles empiriques, ça peut parler de la dynamique du paysage, comment les espèces répondent à la dynamique du paysage, la connectivité spatiale, ce que j'ai principalement vous ai montré aujourd'hui. Alors, il y a l'espace, puis le temps,
Puis, il y a les processus. Alors, la démographie, c'est important. La dynamique des populations, l'interaction entre les espèces, j'en ai pas parlé, mais avec les problèmes de dispersion de maladies ou d'insectes, ça devient de plus en plus important. Alors, je vais remercier mes étudiants et mon collaborateur. Alors, Stéphanie Malès, Ilona, que je prononce pas son nom, Alexandre et Santiago Soran. Et je vous remercie. On a du temps pour les questions, alors je vais y aller, le micro. André? Je suis loin un peu du micro, fait que je vais parler fort. Dans les dossiers, c'est très intéressant, bien sûr, mais merci de la présentation. J'aimerais savoir comment ici vous tenez compte des capacités d'apprentissage, d'évolution rapide des espèces dans vos systèmes, parce que ça me semblait que des fois dans la pièce ici, on est en train de comprendre. Oui. Oups. Oui. Ben, comme j'ai commencé ma conférence, j'ai dit que j'étais une parasite des autres. Hein? Donc, ça signifie que j'ai pas beaucoup de données personnelles. Je prends les données existantes, des grosses banques de données. Et pour pouvoir accéder à ces questions-là, depuis 2 ans, j'ai développé une analyse dans le laboratoire d'interaction dans des microcosmes. Alors, de faire des protozoaires, puis de voir la dynamique, puis de dispersion. C'est pas aussi bien que ce que tu veux dire. Là, je sais exactement ce que tu veux dire, qu'il y a un apprentissage, ou bien il y a la fidélité pour le site, ou bien le caribou, il prend tout le temps la même route pour se rendre compte que quand il arrive, ben, il n'y a plus d'habitat. Il y a tous ces phénomènes-là qui sont importants. Alors ça, c'est tout le comportement animal qui doit rentrer en compte. Et malheureusement, j'ai pas de données là-dessus. Mais si tu en as, on peut collaborer. Voilà. David Paré, Service canadien des forêts, merci pour ta présentation. Je me demandais si ces approches-là peuvent ou sont déjà intégrées à des territoires où il y a de l'aménagement forestier pour la sylviculture. J'ai l'impression que on voit souvent ces approches-là quand il n'y a pas de foresterie. Puis, moi, juste un exemple pour illustrer ça. En Ontario, j'ai été dans un endroit où il y a près du parc Algonquin, où il y a de la tortue. Et ce que les forestiers me disent, c'est que dès qu'il y a une tortue, le territoire est bloqué autour. Et donc, on ne peut pas faire de la plantation, de la scarification du sol, sauf l'hiver, et ça ne se fait pas. Donc, ce qu'ils me disent, c'est que quand on regarde ça dans un processus à long terme, on n'a plus d'habitat. On n'arrive pas à remettre de l'habitat forestier productif. Et donc, cette perspective-là de dynamique dans le temps n'est pas considérée. Alors, eux, quand ils regardent à l'an 1, c'est très bien, on a sauvé une famille de tortues, mais à l'an 50, on n'a plus d'habitat pour la tortue, puis on a l'impression vraiment qu'il y aurait un pont à faire entre l'aménagement forestier et ces approches-là, puis que ça se fait pas beaucoup. Je sais pas ton opinion là-dessus. Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est un peu pour ça que j'ai montré la première étude. Excusez, c'est que là, il y a des lumières assez intenses, là. On voit absolument rien. Alors, c'est pour ça que je me mets comme ça. C'est pour ça que j'ai montré la première étude où on a changé le climat, on a changé l'habitat, puis on a fait la démographie. Alors, ce qu'il faut, ben c'est ça, j'ai hésité. J'ai d'autres études où on change le couvert forestier, puis il faut faire une dynamique des populations de la forêt, puis de voir comment les espèces, eux, répondent à ça. Donc, c'est 2 modèles qui doivent s'intégrer. Puis, ce qui manque souvent, c'est la connaissance de rétroaction que tu mentionnes. Et de plus en plus, je pense qu'il faut qu'on pense plus de façon classique, là, le remplacement après feu, le remplacement après plantation, mais il faut voir les interactions. Puis aussi, ça, c'est comme un accident de reproduction
qu'il faut modéliser. Alors, c'est par la modélisation, disons, l'autre volet de ma recherche que je n'ai pas présenté. Oui. Bonjour, merci de la présentation. Juste une question, si je me souviens sur le travail des caribous, vous en avez 12 ou 13 caribous qui avaient des colliers émetteurs. Moi, j'ai eu un article récent qui a été rejeté pour cette raison-là, c'est pour ça que je vais vous poser la question, mais comment vous justifiez de tirer des conclusions sur le comportement de caribous en utilisant juste un échantillon de 12 individus ou de 13 individus? On en avait 11. On a été chanceux, je pense, parce qu'on démontrait une méthode. Alors, c'était comme plutôt un outil de démontrer comment la méthode fonctionnait. Il faut se rappeler, là, c'était en 2006-2007. Donc, on a été chanceux, je dois avouer. Mais c'est ça, c'est que notre but, c'était pas de montrer, bon, c'est là qu'il faut. On voulait vraiment montrer, est-ce qu'il y a du potentiel? Là, j'ai enlevé une carte, mais pour chaque parcelle, en faisant une méthode de jackknife, là, il n'y a pas de traduction française, là, tu peux savoir le poids de chaque parcelle sa contribution à la connectivité. Et puis, tu peux montrer ça à l'industrie forestière, puis dire, bon, ben c'est ça, coupez ceux-là, mais coupez pas ceux-là. Mais non, on a été juste chanceux parce que c'était méthodologique. Ça a quand même changé la configuration de l'air. Ça avait quand même changé la configuration de l'aire protégée. Oui. Donc vous avez convaincu quand même ça a été utilisé Ça a pour prendre été, des oui, décisions c'est ça sur que le c'était terrain. incroyable, oui, c'était. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de justifier ça statistiquement ou par juste en disant que le comportement de l'animal il change pas là, ça c'est la première chose que c'est sûr qu'il faut être capable de dire. Mais est-ce que si le comportement de l'animal il change pas, est-ce que 12 ou 11 ça suffit statistiquement? Ah, ben là, ben écoutez, là, je suis très contente que ça soit publié, on revient à ça. Mais vous avez tout à fait raison que dans une autre étude, on voulait étudier des caribous en Alberta, puis on avait des données de télémétrie pour plusieurs années. Là, ça, c'était des télémétries pour une année seulement, là. Mais on avait plusieurs années, puis là, l'individu X, une année, il était dans un secteur, puis dans l'autre année, il était dans un autre secteur parce qu'il était ami avec un autre. Alors, il y a tout le côté social d'avec qui ils se tiennent, puis là, il était dans un secteur versus un autre, puis c'était le même individu, là, on avait l'émetteur. Alors, non, je pense qu'il faut des données plus fines, puis c'est ça le problème d'écologie du paysage. Le monde, ils disent, ben N égale 1, vous avez juste une représentation du territoire. Puis moi, j'ai travaillé avec des orignaux dans le parc Algonquin. Puis à l'intérieur du parc, il y a une autoroute, mais les femelles, dans leur aire de domaine vital, ils s'en foutent de l'autoroute. Mais si tu sors du parc, là, ils essayent d'éviter les petites routes plus petites et ils croisent moins souvent. Alors ça a été publié là, en 2013. Et donc, les animaux vont agir différemment selon le contexte. Donc, là, dans ces cas-là, on avait 10 femelles dans le parc, puis 10 femelles à l'extérieur du parc et d'âge différents. Donc, le domaine vital variait selon l'âge. Alors, il faut faire une étude plus poussée, puis ça, c'est vraiment le domaine de l'écologie du comportement du paysage. Oui? Merci Marie-Josée pour la présentation. Martin Simard, département de géographie. Où est-ce que tu penses que le domaine s'en va dans les prochaines années, dans les prochains 10 ans? D'écologie spatiale? Espace-temps. Je pense qu'on est rendu à ça. Avec Dominique Gravel, on fait aussi des études là, d'un processus à une échelle peut être inclus dans un modèle à une autre échelle. C'est des métamodèles avec des modèles hiérarchiques bayésiens. Ça aussi, ça a été publié. Et je pense qu'il faut faire du spatio-temporel avec une étudiante, avec Christian Messier puis Louise Breton, qui va soutenir sous peu, Nouria. Elle a inclus les changements d'utilisation du territoire et les feux pour montrer comment l'agencement de parcelles peuvent limiter la propagation des feux.
Alors, je pense que c'est l'aspect spatio-temporel. Je sais pas, je vais revenir à... En fait, c'est que du côté droit, c'est les mathématiciens qui font des équations différentielles. Puis à gauche, c'est nous, les pauvres écologistes, qui font des analyses statistiques. Et je pense que ce qui arrive, c'est que les écologistes, on veut mettre plus de processus, puis les mathématiciens veulent mettre plus de réalisme. Alors, on arrive au milieu avec des méthodes comparables où on n'a plus besoin de faire une dérivation analytique comme dans le passé parce qu'on a la capacité d'analyse avec les Monte Carlo Markov Chain qui nous permettent maintenant d'analyser des processus qui sont un petit peu plus complexes, mais pas trop. Alors, je pense que les deux domaines se rejoignent en essayant d'avoir plus de processus dans les deux bords avec des méthodes de plus en plus semblables, en fait. Merci. Sylvie? Oui, Sylvie Gauthier, Service canadien des forêts. Merci Marie-Josée pour ta présentation. En fait, c'est une question qui s'adresse à toi, mais pas juste à toi. Je pense qu'on constate tous que on peut de plus en plus modéliser la complexité, tenir compte de l'espace, du temps. Mais pour ce faire, on a besoin de données terrain, puis de données à long terme ou le plus possible à long terme ou avec des N considérables. Or, on a un peu de mal à convaincre nos gestionnaires, par exemple, que c'est, je regarde David, aller sur le terrain pour mesurer soit l'effet de nos actions ou comprendre mieux les processus qui ont cours en réalité pour mieux les modéliser. Donc, je ne sais pas si tu as des conseils à nous donner ou comment on fait collectivement pour montrer aux gens qui ont le pouvoir décisionnel que c'est vrai qu'on peut rester dans nos labos puis modéliser, mais si on ne va pas sur le terrain, on n'a peut-être pas toute l'information dont on a besoin. Puis la question du N égale 11 est là. Mais il y a un coût à le faire, puis ce coût-là, on a des fois de la misère à convaincre que c'est utile de l'investir. Mais je pense qu'on a le temps. Je vais faire une petite parenthèse. En étant un parasite des données des autres, ils ne sont jamais comme tu veux. Alors, il faut que tu fais du massage, puis là, finalement, tu n'as pas vraiment l'information que tu veux. Tu as une information dérivée que tu espères que ça va te donner un petit peu d'information. Puis, si tu penses au changement climatique à grande échelle, c'est tellement évident que quand tu te dis, mais c'était tellement évident, j'avais pas besoin de faire un modèle, tu sais. Alors, on a besoin de plus de raffinement. Puis, je pense qu'en milieu forestier, ce qui est de plus en plus important, c'est de faire un peu comme il y avait à Petawawa là, avant, là, c'est de dire, si je fais telle perturbation, puis je mets plusieurs espèces ensemble, c'est quoi la réaction? Colin Daniel, qui était mon étudiant, on voulait faire une étude où on faisait les changements climatiques, où on voulait faire que à travers les années, de la même façon qu'on avait fait là ici avec la paruline à Capuchon, merci. J'allais dire couronné. C'est pas pareil. On voulait changer la régénération en fonction des changements climatiques qui auront lieu. Mais saviez-vous qu'il y a juste une étude qui a 3 points? Il faut faire de plus en plus d'études où on peut mettre ça dans nos modèles pour au moins arriver à quelque chose de plus réaliste. On a besoin de faire plus d'informations, mais c'est du long terme. Et je pense que c'est le jumelage d'un modèle qui fait de la sensibilité puis différents scénarios pour montrer, là, il y a un manque, là, on ne sait pas, là. Et puis, montrer l'incertitude. Alors, je pense que c'est important de montrer l'incertitude. Puis, s'il y a tellement d'incertitude, ça veut dire qu'on n'a pas capté les processus clés. Et tout ça, ça bouge, là. Et ça interagit. Des accidents de régénération, on va en avoir. On en a, puis il y en aura de plus en plus. Alors, comment pallier ces accidents de régénération? Là, comme disait David, là, il faut trouver des solutions alternatives pour pouvoir dire,
Les tortues sont importantes, mais l'habitat est aussi important, puis trouver des compromis. En fait, ils aiment le sable. Hein? C'est juste regarder le sable. Là. Mais c'est des choses comme ça, là, tu sais, mais il y a des données de tortues au parc Algonquin sur 40 ans. Là. Alors là, ça commence à être intéressant. On voit le réchauffement, puis on peut voir le changement de sexe, puis bon, des tortues. Là. Alors, ça demande des données à long terme. Ça demande une vision. Puis on n'a pas de, comme aux États-Unis, les long-term experimental plots, là, on n'en a pas. Et je pense qu'il faudrait vraiment s'atteler à avoir une politique au Canada d'avoir ces données-là. Oui? Oh, wow, quel honneur. Alors, Hugo Asselin, professeur à l'École d'études autochtones à l'UQAT et diplômé de ton labo. Je me demandais, il y a plein de monde qui ont parlé de la problématique de l'échantillon, de la taille de l'échantillon, des données terrain, etc. C'est toujours ça qui limite la modélisation, parce que c'est là-dessus que tout est fondé. As-tu exploré la possibilité d'utiliser les savoirs locaux, les connaissances des personnes qui sont sur le terrain tout le temps, les Autochtones évidemment, mais aussi les techniciens forestiers, les fermiers, n'importe... Donc, les gens qui sont là en permanence, avec, par exemple, les réseaux bayésiens, là, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer avec Annie-Claude Bellil qui fait son doctorat. Il y a d'autres façons de le faire aussi. Mais donc, est-ce que tu as exploré ça, puis jusqu'à quel point ça permet de bonifier les modèles ou de réduire l'erreur, ou en tout cas, de les rendre plus réalistes? Bien, la tortue mouchetée, c'est 3 experts qui nous ont donné les coûts. Parce que, en fait, encore une fois, je suis très contente que l'article a été publié. On a eu de la difficulté parce qu'on n'avait pas vraiment de mouvement. On savait où ils étaient, mais on n'avait pas de mouvement. Alors là, les gens, ils se disent, est-ce qu'ils bougent vraiment? Alors, ils ne bougent pas peut-être tant que ça, mais si on voulait montrer la démarche là, du changement de l'habitat à travers l'été. Donc, il y a eu 3 experts qui nous ont aidés. Et puis, j'ai vu Frédéric Doyon, quelque part, là, voilà, Frédéric, qui pourrait t'en parler beaucoup parce que c'est un livre qu'il a édité où il a exploré comment les experts peuvent amener des connaissances. Mais il faut aussi faire attention, les experts, ils connaissent certaines conditions. Puis maintenant, les conditions ont changé. Donc, ils connaissent peut-être comment ça fonctionnait, mais peut-être pas comment ça va fonctionner. Donc, des expériences sont nécessaires aussi. Mais c'est ça, avec la forêt, mais on ne peut pas attendre. Donc, la modélisation, c'est une façon de peut-être identifier les trous de connaissances, puis de dire, il faut mettre l'énergie là. Écoute, je te remercie chaleureusement pour l'énergie et le temps que tu as consacré à nous présenter ce portrait très global des travaux de recherche qui ont été menés dans ton laboratoire. Donc, merci énormément. Puis, comme c'est toujours la tradition, on a un petit cadeau pour toi. Hein? Les conférenciers ne partent pas les mains vides. Puis je vous remercie de votre patience. C'est ridicule comment il faut penser quand on parle en français. Ça n'a pas d'allure. Bon, écoute. Merci encore. Il fallait qu'on prenne une photo.